Saviez-vous que le secret pour transformer les plus grands défis de votre vie en vos plus grandes opportunités pourrait avoir été découvert il y a plus de 2000 ans? Imaginez faire face aux tempêtes de la vie avec un calme si puissant que rien ne pourrait ébranler votre paix intérieure. Ça ressemble à un super pouvoir, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas juste une fantaisie, ce super pouvoir ancien. C'est une philosophie ancestrale aussi pratique aujourd'hui qu'elle l'était dans les marchés animés et les salles de marbre de la Rome et de la Grèce ancienne. Le stoïcisme nous enseigne que même si nous ne pouvons pas contrôler chaque aspect de nos vies, nous avons un pouvoir absolu sur la façon dont nous choisissons de réagir. Et dans le monde d'aujourd'hui, où l'incertitude semble être la seule certitude, ces enseignements pourraient être l'encre que nous avons tous recherchée. Et si je vous disais que le stoïcisme est plus une question d'action que de pensée? Il s'agit de vivre une vie remplie de buts, de résilience et de bonheur, peu importe ce que la vie vous réserve. Il ne s'agit pas de réprimer vos émotions, mais de les comprendre et de les gérer pour mener une vie plus épanouissante. Donc, que vous fassiez face au stress, que vous affrontiez l'adversité ou que vous cherchiez simplement à trouver plus de joie dans le quotidien, restez avec nous aujourd'hui. Nous plongeons profondément dans le stoïcisme, découvrant sa sagesse intemporelle et comment il peut transformer non seulement notre façon de penser, mais aussi notre façon de vivre. Si vous êtes impatient de vous embarquer dans ce voyage de transformation, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de cliquer sur ce bouton « J'aime ». Restez avec nous jusqu'à la fin sans sauter, car chaque instant de cette vidéo est un pas vers la découverte de la sagesse stoïcienne qui peut changer votre vie. Se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. Vous êtes-vous déjà retrouvé coincé dans la circulation, enragé par le retard ou à faire défiler votre téléphone seulement pour être contrarié par un commentaire négatif laissé sur votre publication? Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. C'est presque comme si notre vie quotidienne était remplie de ces petits tests qui mettent notre humeur et notre paix intérieure à l'épreuve à chaque tournant. Mais voici une perspective révolutionnaire, issue du monde du stoïcisme, qui peut totalement changer cette frustration. Le stoïcisme, cette incroyable philosophie qui remonte à la Grèce et à Rome ancienne, nous offre cet outil puissant, se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Le grand philosophe stoïcien Épictète a dit un jour « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez qui compte. » Réfléchissez à cela un instant. La circulation, le mauvais temps, les commentaires négatifs, tout cela échappe à notre contrôle. Nous ne pouvons pas les changer, peu importe à quel point nous le souhaitons. Ce que nous pouvons changer, cependant, c'est notre réaction à ces événements. Cette idée n'est pas seulement une sagesse ancienne, elle est également soutenue par la psychologie moderne. Carl Jung, un géant dans le domaine de la psychologie, a déclaré avec justesse « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Cela correspond parfaitement à la pratique stoïcienne. Il s'agit de reconnaître que le seul vrai pouvoir que nous avons est sur nos propres réactions, pensées et actions. Prenons un exemple. Vous êtes dans un embouteillage, en retard pour une réunion importante. Vous pouvez passer ce temps à ruminer de colère, à klaxonner et à stresser, ce qui, soyons honnêtes, ne fera pas avancer les voitures devant vous plus rapidement. Ou bien, vous pouvez respirer profondément, accepter la situation et peut-être utiliser le temps pour écouter un podcast, un livre audio ou simplement profiter de la musique. Le trafic n'a pas changé, mais votre réaction à celui-ci, oui. Et avec ce changement, votre niveau de stress diminue et votre journée semble un peu plus lumineuse. Ce principe stoïcien de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler s'étend bien au-delà de la gestion de la circulation ou de la météo. Il s'applique à nos objectifs personnels, à nos réactions envers les autres et à notre approche des obstacles de la vie. Comme Marc Aurèle, un autre poids lourd stoïcien, nous le rappelle, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Donc, la prochaine fois que vous vous sentirez contrarié par quelque chose qui échappe à votre contrôle,
Rappelez-vous ces sages paroles de nos amis stoïciens. Demandez-vous, cela est-il sous mon contrôle? Si ce n'est pas le cas, laissez-le partir. Concentrez-vous sur votre réaction, votre état d'esprit et vos actions. Ce simple changement peut avoir un impact profond sur votre niveau de stress et votre bonheur général. Ce n'est pas toujours facile, mais cela vaut la peine d'être pratiqué tous les jours. Souvenez-vous, il s'agit de progresser, pas de perfection. Et à mesure que nous apprenons à nous concentrer davantage sur ce qui est sous notre contrôle, nous constaterons que nous ne survivons pas seulement aux défis de la vie, mais que nous prospérons malgré eux. 2. Considérez les obstacles comme des opportunités. Le stoïcisme nous enseigne l'art d'embrasser les obstacles comme des opportunités. Ça semble contre-intuitif, non? La plupart d'entre nous sommes programmés pour voir les obstacles comme des barrières à notre succès et à notre bonheur. Mais les stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète renversent ce récit. Ils nous disent que lorsque la vie vous joue un tour, au lieu de demander « Pourquoi moi ?», demandez-vous « Que puis-je apprendre ?» Cela change la donne. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit dans ses écrits personnels « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Ce qu'il veut dire ici, c'est que chaque obstacle, aussi redoutable soit-il, met non seulement notre résilience à l'épreuve, mais nous enseigne également des leçons précieuses. Il s'agit de trouver le côté positif dans les situations difficiles et de l'utiliser pour nourrir notre croissance. Cette perspective n'est pas seulement une philosophie ancienne, elle est soutenue par des penseurs modernes. Le célèbre psychologue Carl Jung a déclaré « Ce à quoi vous résistez persiste. En combattant les obstacles, nous leur donnons plus de pouvoir sur nous, mais en les acceptant et en apprenant d'eux, nous pouvons les surmonter. » Cette mentalité stoïcienne consiste à transformer les défis en marche vers la force et la sagesse. Prenons un exemple pratique. Vous faites face à des refus dans vos candidatures à des emplois. Il est facile de tomber dans une spirale d'auto-apitoiement et de doute. Mais si vous considérez chaque refus comme un retour d'information, peut-être qu'il y a une compétence que vous devez améliorer ou une nouvelle stratégie pour votre recherche d'emploi. Ce changement de perspective peut transformer une série de refus en une voie vers le développement professionnel. Un autre exemple concerne les conflits personnels. Ils sont inconfortables et stressants, mais ils offrent également une occasion de pratiquer la patience, l'empathie et les compétences en communication. Chaque désaccord est une opportunité de comprendre différents points de vue et de perfectionner nos capacités de résolution de conflits. L'essence d'embrasser les obstacles comme des opportunités réside dans le fait de se demander ce que cette situation peut nous apprendre, au lieu d'être des victimes passives des circonstances. Nous devenons des apprenants actifs et des résolveurs de problèmes. Cela ne signifie pas que faire face aux obstacles est facile, mais cela signifie que nous les abordons avec une mentalité orientée vers la croissance et l'apprentissage. Épictète a déjà dit « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez qui compte. » C'est là le cœur du stoïcisme. Il s'agit de voir au-delà de la douleur immédiate ou de la frustration d'un obstacle et de trouver les leçons et les opportunités qu'il présente. Donc, lorsque vous êtes confronté à un défi, qu'il soit grand ou petit, essayez de faire une pause et de le reconsidérer. Demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de la situation et comment elle peut vous rendre plus fort et plus sage. Souvenez-vous, les obstacles ne sont pas seulement des obstacles à surmonter, ce sont des occasions de croissance. On entend souvent parler de « vivre dans le moment présent ». Mais que signifie vraiment cela et pourquoi est-ce si important? Vivre dans le moment présent, c'est pleinement embrasser et vivre où vous êtes en ce moment précis, sans laisser votre esprit vagabonder vers les soucis de demain ou les regrets d'hier. C'est réaliser que la vie, avec toute sa beauté, ses défis et ses surprises, se déroule ici et maintenant. Ce concept n'est pas nouveau, il a été un pilier de la philosophie stoïcienne, repris par de grands esprits comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, et réitéré par des psychologues et des penseurs modernes. 3. Vivre le moment présent. Commençons par les stoïciens.
Marc Aurèle a dit « Ne vous attardez pas sur le passé, ne rêvez pas du futur, concentrez votre esprit sur le moment présent. » Il comprenait que le pouvoir de vivre dans le présent réside dans sa capacité à nous ancrer, à dégager nos esprits des distractions et à nous permettre d'apprécier la richesse de la vie telle qu'elle se déploie. Mais pourquoi est-il si difficile de rester présent? Nos esprits sont souvent encombrés de pensées, de soucis sur ce qui va suivre ou de rejouer des choses qui se sont déjà produites. Ce bruit mental constant nous éloigne de la beauté et du potentiel du moment présent. Comme l'a dit le célèbre psychologue Carl Jung, le moindre des choses ayant un sens vaut plus dans la vie que la plus grande des choses sans elle. Vivre dans le moment présent donne un sens aux petites expériences quotidiennes, enrichissant notre vie au-delà de toute mesure. Aristote a parlé de l'importance d'être conscient du présent pour atteindre l'eudémonie, ou un état d'être heureux, en bonne santé et prospère. Il croyait qu'en se concentrant sur ici et maintenant, nous pourrions mener une vie vertueuse et tirer le meilleur parti de notre expérience humaine. Alors, comment pouvons-nous pratiquer le fait de vivre dans le présent? Tout commence par la pleine conscience, l'art de porter attention au moment présent sans jugement. Lorsque vous mangez, savourez chaque bouchée. Lorsque vous marchez, ressentez la sensation du sol sous vos pieds. Écoutez activement lorsque quelqu'un vous parle, au lieu de planifier ce que vous allez dire ensuite. Ces actes simples de pleine conscience nous ramènent au présent, rendant notre vie plus riche et plus significative. Sénèque offrait cette sagesse. Le vrai bonheur est de profiter du présent sans dépendance anxieuse de l'avenir. Il comprenait que l'anxiété quant à ce qui va arriver ou ce qui s'est passé ne fait qu'affaiblir notre bonheur dans le moment présent. Vivre dans le présent ne consiste pas à ignorer l'avenir ou à oublier le passé, mais à trouver un équilibre où nous apprenons de notre passé et planifions notre avenir sans laisser ces activités consommer notre présent. C'est dans cet équilibre que nous trouvons la paix et la satisfaction. Souvenez-vous que chaque moment est une opportunité de se réinitialiser et de se recentrer sur le présent. C'est dans le présent que nous vivons, aimons et créons des souvenirs. Alors, faisons un effort conscient pour être plus présents dans nos vies. Chérissons le moment présent, car c'est là que la vie se déroule vraiment. 4. Développer l'autodiscipline. Je sais que le mot autodiscipline peut évoquer des images d'horaires rigides et d'une vie dépourvue de plaisir, mais permettez-moi de changer cette image avec vous. L'autodiscipline ne consiste pas à restreindre votre vie, mais à vous donner le pouvoir de faire des choix qui sont en accord avec vos valeurs les plus profondes et vos aspirations à long terme. C'est choisir ce qui est bon pour vous, pas ce qui est facile sur le moment. Au fond, développer l'autodiscipline, c'est maîtriser notre propre être, c'est dire oui aux choses qui nous servent et non à celles qui ne le font pas, même lorsque c'est difficile sur le moment. Pensez-y, que ce soit pour maintenir une routine d'entraînement, économiser de l'argent au lieu d'acheter impulsivement, ou éteindre Netflix pour vous concentrer sur un projet, ces choix peuvent ne pas apporter de gratification instantanée, mais ils ouvrent la voie à une satisfaction et à un succès à long terme. La philosophie stoïcienne a beaucoup à dire sur l'autodiscipline. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez la force. » Cette déclaration puissante met en lumière l'essence de l'autodiscipline. Il s'agit de contrôler nos impulsions, nos émotions et nos actions, malgré les tentations et les distractions externes que la vie nous présente. Sénèque offre également une sagesse sur le sujet. Il nous conseille d'être fermes et de contrôler nos désirs plutôt que d'être contrôlés par eux. Il comprenait que la véritable liberté vient de l'intérieur, de notre capacité à nous gouverner et à maîtriser nos appétits. Mais pourquoi l'autodiscipline est-elle si cruciale? Aristote, le philosophe grec antique, éclaire cette question en affirmant que nous atteignons l'excellence et la vertu par l'habitude. En pratiquant l'autodiscipline, nous cultivons des habitudes qui nous conduisent vers notre meilleur moi. Il ne s'agit pas d'actes occasionnels de volonté, mais de faire constamment des choix qui reflètent nos valeurs et nos objectifs. Le développement de l'autodiscipline s'inscrit également dans la compréhension psychologique moderne. Carl Jung, un pionnier en psychologie, a souligné l'importance d'intégrer tous les aspects de notre personnalité pour vivre pleinement.
Cette intégration nécessite de l'autodiscipline, car nous devons naviguer entre les désirs des différentes parties de notre psyché, en choisissant des voies qui contribuent à notre bien-être global et à notre croissance. Alors, comment pouvons-nous développer l'autodiscipline dans notre vie quotidienne? Commencez petit. Choisissez un domaine que vous voulez améliorer, que ce soit votre alimentation, votre routine d'exercice ou vos habitudes de dépenses. Fixez-vous des objectifs clairs et atteignables, et prenez un jour à la fois. Rappelez-vous que chaque fois que vous faites un choix qui va dans le sens de vos objectifs, vous renforcez le muscle de l'autodiscipline. Épictète nous rappelle, rien de grand n'est créé subitement. L'autodiscipline se construit par de petites actions constantes. Il s'agit de progrès, pas de perfection. Chaque jour offre de nouvelles occasions de pratiquer l'autodiscipline, de choisir des actions qui nous rapprochent de ce que nous voulons être. Construire l'autodiscipline est un voyage. Il s'agit de trouver un équilibre entre ce que nous voulons maintenant et ce que nous voulons le plus. C'est faire des choix qui peuvent être difficiles sur le moment, mais qui nous rapprocheront de nos objectifs, de notre bonheur et de notre paix à long terme. Alors, engageons-nous dans ce voyage ensemble, en nous soutenant mutuellement pour choisir ce qui est juste, pas ce qui est facile. Souvenez-vous que dans le domaine de l'autodiscipline réside le chemin vers la réalisation de nos rêves et vers une vie que nous aimons vraiment. 5. Développer la résilience émotionnelle. Lorsque la vie nous lance ses obstacles, nous ressentons tous un tourbillon d'émotions, que ce soit de la colère, de la tristesse ou de la frustration, et cela fait partie intégrante de notre humanité. Mais voici le point essentiel. Ce n'est pas seulement les émotions que nous ressentons qui comptent, mais aussi la manière dont nous les gérons. C'est là que la magie de la résilience émotionnelle intervient. La résilience émotionnelle est comme un super pouvoir qui nous permet de naviguer à travers les tempêtes de la vie avec grâce et de ressortir plus fort de l'autre côté. C'est reconnaître nos émotions, les comprendre, puis prendre des mesures positives pour avancer plutôt que de nous laisser emporter par le flot de nos sentiments. Les stoïciens avaient beaucoup à dire sur ce sujet. Marc Aurèle, par exemple, nous rappelle « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez la force. » Cette insight profonde touche à l'essence même de la résilience émotionnelle. C'est reconnaître que bien que nous n'ayons pas le contrôle sur ce qui nous arrive, nous avons le contrôle sur la façon dont nous réagissons. Nos émotions ne doivent pas contrôler nos actions. Sénèque offre également une sagesse sur la manière de faire face à l'adversité sans perdre notre... Mais comment développons-nous cette résilience émotionnelle? Tout commence par la conscience de soi. Être conscient de nos émotions et de nos réactions nous aide à mieux nous comprendre. Il est normal de ressentir ce que nous ressentons, mais au lieu de réagir de manière impulsive, nous pouvons choisir de répondre de manière à aligner nos actions sur nos valeurs et notre bien-être à long terme. Aristote parle de la juste mesure, de trouver l'équilibre entre l'excès et le défaut. Ce concept s'applique parfaitement à la résilience émotionnelle. Il s'agit de trouver une réponse équilibrée à nos émotions, de ne pas les refouler ni les laisser nous submerger. Carl Jung a également souligné l'importance d'intégrer tous les aspects de notre psyché pour vivre pleinement. Une partie de ce processus consiste à confronter nos émotions, à les comprendre et à apprendre d'elles. Alors, que pouvons-nous faire lorsque nous sommes submergés par des émotions intenses? Tout d'abord, donnez-vous la permission de ressentir. Reconnaissez vos émotions sans jugement. Ensuite, prenez du recul et essayez de comprendre ce qui a déclenché ces sentiments. Cette réflexion peut vous apporter des insights précieux sur vos schémas émotionnels et vos déclencheurs. Épictète a dit « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez à cela qui compte. » Cette citation nous rappelle que nos réactions à nos émotions peuvent façonner nos expériences. Le développement de la résilience émotionnelle est un parcours. Cela implique de pratiquer la pleine conscience, l'auto-réflexion et la patience. Il s'agit de construire une boîte à outils de stratégies d'adaptation, comme tenir un journal, parler à un ami de confiance ou pratiquer des techniques de relaxation. Mais surtout, il s'agit de se traiter avec gentillesse et compassion alors que nous naviguons à travers nos émotions. La résilience émotionnelle ne signifie pas ne jamais ressentir d'émotions négatives. Cela signifie apprendre à naviguer à travers les vagues de ces émotions avec grâce et en ressortir plus fort
et plus conscient de soi. En développant la résilience émotionnelle, nous nous donnons le pouvoir de faire face aux défis de la vie avec courage et dignité. Engageons-nous dans ce voyage ensemble, en nous soutenant mutuellement pour devenir plus résilients émotionnellement et, en fin de compte, vivre une vie plus épanouissante. La gratitude est une pratique qui peut véritablement transformer nos vies. 6. Memento mori. Souviens-toi que tu mourras. C'est une question de recentrer notre attention sur ce que nous avons plutôt que de nous attarder sur ce qui nous manque. Cette pratique peut vraiment changer la donne, surtout lors des journées qui semblent être une montée difficile. Les stoïciens, sages comme ils étaient, avaient beaucoup à dire sur la gratitude. Ils croyaient que le bonheur ne vient pas de posséder plus, mais de l'appréciation de ce que nous avons déjà. Marc Aurèle écrivait souvent sur l'importance de se concentrer sur le présent et de trouver de la joie dans les choses simples. Il disait « Quand vous vous levez le matin, pensez à quel précieux privilège il est d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. » C'est là une forme de gratitude pure, reconnaissant la valeur de la vie elle-même. Sénèque aussi parlait de la brièveté de la vie, nous exhortant à ne pas perdre de temps dans des futilités, mais à nous concentrer sur la création d'une existence significative. Il croyait que prendre conscience de la mort nous encourage à vivre plus sagement et à chérir nos relations et nos expériences. Épictète, quant à lui, soulignait l'importance de se concentrer sur le présent et de tirer le meilleur parti de notre temps, en se souvenant que nous ne vivrons pas éternellement. Il disait que nous sommes ainsi plus enclins à vivre éthiquement et à apprécier la beauté et la richesse de la vie. Mais comment pouvons-nous intégrer la gratitude dans nos propres vies sans que cela ne ressemble à un nuage sombre au-dessus de nos têtes? Tout commence par un changement de perspective. Plutôt que de considérer la conscience de la mort comme quelque chose de craintif, nous pouvons la voir comme un puissant moteur pour vivre pleinement nos vies. C'est embrasser le présent, ne pas reporter nos rêves ou notre bonheur à un futur indéfini qui n'est pas garanti. Réfléchissez aux choses que vous avez repoussées. Peut-être qu'il s'agit de poursuivre une passion, de renouer avec des proches ou simplement de prendre le temps d'apprécier les petites joies de la vie quotidienne. Le memento mori nous rappelle de ne pas prendre notre temps pour acquis. Elle nous encourage à vivre plus authentiquement, à dire ce que nous pensons, à aimer ouvertement et à être présents dans nos vies. Ce concept nous enseigne également à apprécier l'impermanence de la vie, ce qui approfondit notre gratitude pour les moments que nous avons. Lorsque nous nous souvenons que notre temps est limité, nous sommes plus enclins à chérir nos expériences, à vivre plus consciemment et à exprimer notre gratitude pour les personnes et les moments qui enrichissent nos vies. Alors, utilisons la memento mori non pas comme une source de peur, mais comme un catalyseur de croissance, de gratitude et d'une appréciation plus profonde de la vie. Laissez-la nous rappeler de faire des choix qui s'alignent sur nos valeurs les plus profondes, de chérir nos relations et de savourer la beauté du moment présent. Se rappeler que nous mourrons un jour nous encourage à vivre plus pleinement aujourd'hui. En embrassant la memento mori, nous trouvons un rappel puissant de vivre non pas dans la peur de la mort, mais dans la célébration de la vie. Faisons en sorte que chaque moment compte, non pas parce que nous avons peur de sa fin, mais parce que nous sommes amoureux de la vie elle-même. Vivons d'une manière telle que lorsque notre temps viendra, nous puissions regarder en arrière sans regret, sachant que nous avons vécu pleinement, aimé profondément et apprécié l'incroyable voyage que la vie estimate. La gratitude est une pratique qui peut véritablement transformer nos vies. C'est une question de recentrer notre attention sur ce que nous avons plutôt que de nous attarder sur ce qui nous manque. Cette pratique peut vraiment changer la donne, surtout lors des journées qui semblent être une montée difficile. Les stoïciens, sages comme ils étaient, avaient beaucoup à dire sur la gratitude. Ils croyaient que le bonheur ne vient pas de posséder plus, mais de l'appréciation de ce que nous avons déjà. Marc Aurèle écrivait souvent sur l'importance de se concentrer sur le présent et de trouver de la joie dans les choses simples. Il disait « Quand vous vous levez le matin, pensez à quel précieux privilège il est d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. » C'est là une forme de gratitude pure, reconnaissant la valeur de la vie elle-même. 7. Pratiquer la gratitude et les nombreux dons qu'il nous offre chaque jour. Sénèque a parlé de la façon dont nos désirs peuvent nous égarer, toujours à la poursuite de plus, et ne trouvant jamais une satisfaction véritable.
Il a suggéré qu'en se concentrant sur ce que nous avons et en comprenant que les meilleures choses de la vie sont déjà à notre portée, nous pouvons trouver un véritable contentement. Épictète, connu pour son approche pratique de la philosophie stoïcienne, encourageait ses disciples à apprécier leur situation actuelle, quelle qu'elle soit. Il croyait qu'en acceptant et en trouvant de la valeur dans notre situation présente, nous pourrions mener une vie plus épanouie. Mais comment pratiquer la gratitude, surtout lorsque la vie nous réserve des surprises? Cela commence par en faire une habitude quotidienne. Chaque matin ou chaque soir, prenez un moment pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'une tasse de café chaud, une conversation avec un ami ou la beauté d'un coucher de soleil. Cette pratique aide à reprogrammer notre cerveau pour se concentrer sur le positif, ce qui améliore notre humeur et notre perspective globale de la vie. La gratitude signifie également accepter les défis et en trouver les leçons à l'intérieur. Au lieu de demander pourquoi cela m'arrive, nous pouvons demander ce que je peux apprendre de cela. Ce changement de perspective peut nous aider à apprécier nos expériences, bonnes ou mauvaises, comme des étapes précieuses de notre voyage. De plus, la pratique de la gratitude nous aide à tisser des liens plus forts avec les autres. En exprimant notre appréciation pour les personnes de notre vie, nous illuminons non seulement leur journée, mais renforçons également nos relations. Un simple merci peut faire beaucoup pour montrer à quelqu'un qu'il est apprécié et aimé. Aristote a parlé de l'importance de reconnaître le bien dans nos vies et de rechercher une vie vertueuse. Il croyait que la gratitude était une partie essentielle de l'atteinte de l'eudémonie, ou du bonheur véritable, car elle nous permet d'apprécier le bien autour de nous et en nous-mêmes. Même la psychologie moderne soutient les bienfaits de la gratitude. Des études ont montré que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude éprouvent moins d'anxiété, dorment mieux et ont une perspective plus positive de la vie. C'est comme l'a dit Carl Jung, le mot bonheur perdrait son sens s'il n'était pas équilibré par la tristesse. En reconnaissant et en étant reconnaissant pour l'ensemble du spectre de nos expériences, nous trouvons une forme de bonheur plus profonde et authentique. Alors faisons de la gratitude la pierre angulaire de nos vies quotidiennes. Célébrons les petites victoires, chérissons les moments de connexion et trouvons de la joie dans les plaisirs simples. En nous concentrant sur ce que nous avons, pas sur ce qui nous manque, nous pouvons cultiver un sentiment d'abondance et de bonheur qui rayonne de l'intérieur. Rappelez-vous, ce n'est pas le bonheur qui nous apporte la gratitude, c'est la gratitude qui nous apporte le bonheur. Remplissons nos verres à moitié pleins, levons-les haut et trinquons à la beauté de la gratitude dans nos vies. Cheers pour trouver le bon côté même les jours les plus nuageux. 8. Se concentrer sur l'excellence personnelle. Les stoïciens avaient une compréhension profonde de l'excellence personnelle. Ils croyaient que l'excellence ou la vertu est le seul bien et que tout ce que nous faisons devrait viser à vivre une vie vertueuse. Marc Aurèle, par exemple, est un exemple parfait de quelqu'un qui a aspiré à l'excellence personnelle. Il a dit un jour « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être, sois-en un ». Cette déclaration simple mais puissante résume l'essence de l'excellence personnelle. Il s'agit d'incarner les valeurs que nous admirons et de nous efforcer de vivre selon elles chaque jour. Sénèque a souligné l'importance de l'amélioration de soi et de l'apprentissage. Il prônait une vie vécue conformément à la nature et à la raison, suggérant que la véritable excellence vient de l'intérieur et se reflète dans nos actions et nos choix. Épictète a souligné le rôle de la responsabilité personnelle dans l'atteinte de l'excellence. Il enseignait que nos réactions, nos émotions et notre volonté sont sous notre contrôle, et les maîtriser est essentiel pour vivre une vie de vertu. Mais à quoi ressemble la focalisation sur l'excellence personnelle dans notre vie quotidienne? Cela commence par établir des normes personnelles basées sur nos valeurs et nos aspirations, pas sur les attentes de la société ou les réalisations des autres. Il s'agit de savoir qui nous sommes, de comprendre nos forces et nos faiblesses, et de faire des pas constants vers l'amélioration. L'excellence personnelle concerne également la résilience. Il s'agit de la façon dont nous répondons aux revers et aux échecs, pas seulement à nos succès. Comme l'a dit Aristote, l'excellence n'est jamais un accident. C'est toujours le résultat d'une haute intention, d'un effort sincère et d'une exécution intelligente. Cela représente le choix sage parmi de nombreuses alternatives. Le choix, pas le hasard, détermine votre destin. Cela signifie embrasser les défis
comme des occasions d'apprendre et de grandir, plutôt que de les voir comme des obstacles. De plus, se concentrer sur l'excellence personnelle implique de cultiver une mentalité de croissance, un concept défendu par la psychologie moderne. C'est la croyance que nos capacités et notre intelligence peuvent être développées par le dévouement et le travail acharné. Cette mentalité nous encourage à relever les défis, à persister face aux revers et à considérer l'effort comme un chemin vers la maîtrise. L'excellence personnelle signifie également vivre authentiquement. Il s'agit d'être fidèle à nous-mêmes et à nos valeurs, même lorsque ce n'est pas facile. Il s'agit de faire des choix qui reflètent qui nous sommes et qui nous voulons être, et de prendre fierté dans notre parcours, y compris dans les luttes et les triomphes. La pratique de la gratitude, comme nous l'avons discuté précédemment, s'inscrit également dans l'excellence personnelle. En appréciant ce que nous avons et où nous en sommes dans notre parcours, nous favorisons une perspective positive qui soutient notre croissance et notre bien-être. Alors, engageons-nous à nous concentrer sur l'excellence personnelle. Fixons nos propres normes, embrassons nos chemins uniques et prenons fierté dans notre progrès. Souvenons-nous que ce n'est pas une question d'être parfait, mais d'être fiers de qui nous sommes et de la manière dont nous vivons. C'est célébrer nos efforts, tirer des leçons de nos expériences et s'efforcer toujours d'être les meilleures versions de nous-mêmes. Ensemble, faisons de l'excellence personnelle non seulement un objectif, mais une façon de vivre. Ils enseignaient que notre paix intérieure et notre liberté viennent de nous concentrer sur ce qui est en notre contrôle, nos actions, nos pensées, notre intégrité, et non pas sur les opinions changeantes des autres. Marc Aurèle a sagement déclaré « Je me suis souvent demandé comment il se fait que chaque homme s'aime plus que tous les autres hommes, et pourtant accorde moins de valeur à son opinion de lui-même qu'aux opinions des autres. » Cette observation frappante met en lumière le paradoxe avec lequel beaucoup d'entre nous vivent, en valorisant les jugements des autres plutôt que notre propre évaluation de nous-mêmes. Sénèque a répété ce sentiment en soulignant l'importance de vivre une vie fidèle à soi-même, non pas une vie façonnée par les attentes ou l'approbation des autres. Il croyait que le véritable contentement vient de l'intérieur, en vivant une vie conforme à nos principes et à nos valeurs. Épictète enseignait que se soucier des opinions des autres est hors de notre contrôle, et donc non digne de notre énergie. Il encourageait à se concentrer plutôt sur nos propres actions et à vivre vertueusement, car c'est là que réside notre véritable pouvoir. Alors comment pouvons-nous commencer à moins nous soucier de ce que pensent les autres et plus d'être fidèles à nous-mêmes? Premièrement, il s'agit de comprendre que vous êtes l'auteur de votre histoire de vie. Vous avez le pouvoir de définir votre valeur, pas la société, pas vos followers sur les réseaux sociaux, ni les personnes autour de vous. Il s'agit d'ancrer votre estime de soi dans qui vous êtes, les valeurs que vous défendez, la gentillesse que vous répandez et l'effort que vous mettez dans le fait d'être votre meilleur moi. Deuxièmement, pratiquez l'autoréflexion. Demandez-vous, quelle vie est-ce que je vis? Est-ce que je prends des décisions en fonction de mes désirs? Ou est-ce que j'essaie de m'adapter au moule de quelqu'un d'autre? Réfléchir à ces questions peut vous aider à aligner vos actions sur votre vrai moi. Troisièmement, embrasser la vulnérabilité. Être fidèle à soi-même signifie être ouvert à propos de vos défauts et de tout comprendre que la perfection est une illusion. Il est normal d'être en cours de réalisation, de faire des erreurs et d'en tirer des enseignements. Cette authenticité attire les bonnes personnes dans votre vie, celles qui apprécient le vrai vous. De plus, rappelez-vous les mots d'Aristote, qui parlait de la juste mesure. Trouver un équilibre dans la vie s'applique à notre préoccupation pour les opinions des autres. Il s'agit de trouver un équilibre sain entre la prise en compte des critiques constructives et le maintien de notre autonomie et de notre estime de soi. Intégrer une mentalité stoïque dans nos vies signifie comprendre que notre valeur est déterminée par nos vertus, nos actions et notre engagement à vivre une vie significative, et non par les louanges ou l'approbation externe. Il s'agit de construire une forteresse intérieure solide qui reste inébranlable face aux opinions fugaces des autres. Engageons-nous à nous valoriser pour qui nous sommes vraiment, pas pour les likes, les abonnés ou l'approbation que nous recevons. Soyons courageux dans notre authenticité, vivant des vies qui résonnent avec nos vérités les plus profondes. Naviguons non seulement dans la vie, mais épanouissons-nous dedans
avec la confiance qui vient du fait de savoir que nous vivons authentiquement, alignés sur nos valeurs et fidèles à nous-mêmes. 10. Accepter le changement. Voici la chose à retenir. Accepter le changement n'est pas seulement nécessaire, c'est vital pour notre croissance et notre bonheur. La réalité est que la seule constante dans la vie, c'est le changement. Apprendre à aller avec le courant et à embrasser les changements inévitables de la vie rend la navigation à travers eux moins effrayante et plus une aventure. Les stoïciens avaient une perspective incroyablement saine du changement. Ils le voyaient comme une partie naturelle du rythme de l'univers. Marc Aurèle a dit « Accepte tout ce qui t'arrive, tissé dans le motif de ton destin, car qu'est-ce qui pourrait mieux correspondre à tes besoins ?» Cette acceptation profonde du changement comme faisant partie du tissu de la vie nous aide à comprendre que chaque changement, que nous le percevions comme bon ou mauvais, a sa place dans notre histoire. Sénèque enseignait que devenir trop attaché à nos circonstances actuelles peut conduire à la déception, car inévitablement, ces circonstances changeront. Il nous conseillait d'être flexibles et de comprendre que le changement n'est pas seulement une partie de la vie, mais un composant nécessaire de notre développement personnel et de notre bonheur. Épictète nous encourageait à distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas. Il soulignait que même si nous ne pouvons pas contrôler les événements externes, nous pouvons contrôler nos attitudes à leur égard. Cette mentalité est incroyablement puissante lorsqu'il s'agit de faire face au changement. Il s'agit de se concentrer sur nos réponses, de trouver les opportunités de croissance au sein du changement et d'avancer avec résilience. Mais comment pouvons-nous devenir plus acceptants du changement? Tout d'abord, en reconnaissant que le changement est inévitable. C'est l'ordre naturel des choses. Tout autour de nous est en constante évolution. Les saisons changent, les gens viennent et partent, et même nos propres cellules se renouvellent en ce moment même. Accepter le changement signifie accepter la vie elle-même. Ensuite, en pratiquant la pleine conscience. Être présent dans l'instant nous permet d'apprécier nos expériences actuelles sans nous y accrocher. Cette conscience crée un espace pour l'acceptation lorsque ces expériences évoluent inévitablement ou se terminent. Enfin, en recherchant les leçons dans le changement. Chaque changement dans nos vies, aussi difficile soit-il, vient avec des opportunités d'apprendre et de grandir. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», nous pouvons demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Ce changement de perspective peut transformer les défis du changement en étapes pour le développement personnel. Aristote parlait de l'importance de poursuivre une vie vertueuse comme clé du bonheur. Une partie de la vertu est l'adaptabilité, la capacité à naviguer dans les changements de la vie avec grâce et sagesse. Il s'agit de trouver un équilibre et une harmonie au sein du flux de la vie. La psychologie moderne soutient cette approche stoïque du changement. Considérer le changement comme une opportunité plutôt que comme une menace peut réduire considérablement notre stress et notre niveau d'anxiété. Cela peut renforcer notre résilience, nous rendant mieux équipés pour faire face à tout ce que la vie nous réserve. Rappelons-nous que le changement n'est pas seulement quelque chose à endurer, mais à accueillir comme une partie naturelle et enrichissante de notre voyage. En acceptant le changement, nous nous ouvrons à de nouvelles expériences, à la croissance et au bel épanouissement de nos chemins uniques dans la vie. N'oubliez pas que suivre le courant ne s'agit pas de passivité. Il s'agit d'engager activement avec la vie dans toute sa dynamique complexe. Naviguons dans les courants du changement avec courage, grâce et un cœur ouvert aux possibilités infinies que le changement apporte. 11. Pratiquer la compassion et l'empathie. Malgré nos différences, nous sommes tous ensemble dans cette aventure complexe de la vie. En favorisant une attitude d'entente, de compréhension et de bienveillance envers les autres, nous contribuons à rendre le monde un endroit plus aimant et plus gentil. Les stoïciens, ces philosophes anciens qui continuent à nous éclairer avec leur sagesse intemporelle, accordaient une grande importance aux vertus de la compassion et de l'empathie. Ils croyaient en l'interconnexion de tous les humains et enseignaient que la gentillesse et la compréhension envers les autres sont des aspects essentiels de la vie vertueuse. Marc Aurèle, par exemple, nous a rappelé que les êtres humains sont par nature des créatures sociales, destinées à vivre en harmonie et en coopération les uns avec les autres.
Il a dit « Ce qui n'apporte aucun bénéfice à la ruche n'en apporte aucun à l'abeille ». Cela illustre magnifiquement l'idée que notre bien-être est intrinsèquement lié au bien-être des autres. Sénèque soulignait l'importance de traiter les autres avec gentillesse et générosité. Il soutenait que la compassion est un instinct humain naturel et que, en aidant les autres, nous nous aidons également nous-mêmes. Dans ses écrits, Sénèque nous encourage à étendre notre empathie même à ceux qui nous ont fait du tort, comprenant qu'ils agissent aussi en fonction de leur propre lutte et limitation. Épictète enseignait que nous devrions nous efforcer de comprendre les perspectives des autres, reconnaissant que chacun a ses raisons pour ses actions. Cela ne signifie pas cautionner un comportement nuisible, mais plutôt aborder les autres avec une mentalité d'empathie, cherchant à comprendre leurs expériences et leurs points de vue. Mais comment pouvons-nous pratiquer la compassion et l'empathie dans notre vie quotidienne? Tout d'abord, en écoutant vraiment. Écoutez vraiment les histoires, les expériences et les sentiments de ceux qui nous entourent. Il s'agit de se mettre à leur place, d'imaginer leurs luttes, leurs joies, leurs peurs et leurs espoirs. Cet acte de compréhension peut combler le fossé entre nous, favorisant un sentiment de connexion et d'humanité partagée. Une autre façon de cultiver la compassion et l'empathie est par des actes de gentillesse. Peu importe à quel point ils sont petits, un sourire, un mot gentil, une oreille attentive, peuvent tous faire une différence significative dans la journée de quelqu'un. En étant présents et attentifs aux autres, nous signalons qu'ils comptent, que leurs sentiments et leurs expériences sont valides et importants. Pratiquer la compassion et l'empathie signifie également être là pour les autres en cas de besoin, offrant soutien et compréhension sans jugement. Il s'agit de reconnaître la valeur et la dignité de chaque personne, quelles que soient nos différences. L'ancien philosophe Aristote parlait de l'importance de l'amitié et du rôle de l'empathie dans la construction de relations solides et significatives. Il croyait que de vrais amis partagent non seulement les joies de l'autre, mais aussi ses peines, se soutenant mutuellement avec empathie et compréhension. La psychologie moderne soutient l'importance des stoïciens en matière de compassion et d'empathie, montrant que ces vertus améliorent non seulement nos relations, mais aussi notre propre bien-être émotionnel. En prenant soin des autres, nous favorisons un sentiment d'appartenance, de but et de bonheur dans nos propres vies. Rappelons-nous que derrière chaque visage se cache une histoire. Derrière chaque action se cache une raison. Et qu'en comprenant et en prenant soin les uns des autres, nous rendons le monde un endroit plus doux et plus aimant. En le faisant, nous enrichissons non seulement la vie de ceux qui nous entourent, mais nous trouvons également une satisfaction et une joie plus profonde dans nos propres vies. Ensemble, répandons la gentillesse comme des confettis, créant des ondes de compassion qui transforment le monde, un acte d'empathie à la fois. 12. Réfléchir et réviser régulièrement. C'est une pause, une vraie pause significative pour réfléchir à nos actions, nos pensées et les chemins que nous avons parcourus. C'est une croissance, une introspection et l'alignement de nos vies sur nos valeurs les plus profondes. Dans un monde qui avance toujours, cette pratique est notre ancre, nous assurant de ne pas être simplement emportés, mais de naviguer dans la direction qui nous est fidèle. Les stoïciens, avec leur profonde compréhension de la nature humaine, accordaient une immense valeur à la pratique de la réflexion. Marc Aurèle, dans ses écrits personnels que nous chérissons maintenant sous le nom de méditation, offrait un modèle de cette pratique. Il ne se contentait pas de gouverner un empire, il prenait le temps d'examiner sa vie, ses décisions et sa boussole morale. À travers l'écriture, il voyait cette réflexion comme essentielle pour vivre une vie de vertu et de but. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées, écrivait-il, nous rappelant que notre dialogue interne façonne notre réalité externe. Sénèque recommandait une auto-évaluation régulière comme moyen de favoriser l'amélioration de soi et la sagesse. Il comparait la vie à une pièce de théâtre, suggérant que nous révisions périodiquement nos rôles et nos performances. Sommes-nous en harmonie avec le personnage que nous souhaitons incarner? Nos actions reflètent-elles le script que nous valorisons pour nos vies? Épictète exhortait ses élèves à terminer chaque jour par une revue de leurs actions et de leurs attitudes. Il ne s'agissait pas d'autocritique, mais de prise de conscience de soi et de croissance. Nous encourageait à nous demander « Qu'ai-je bien fait? Qu'ai-je mal fait? Quel devoir ai-je laissé inaccompli ?» À travers de telles questions,
Nous pouvons diriger notre vie de manière plus consciente, en apportant des ajustements qui nous rapprochent de nos idéaux. Mais comment pouvons-nous intégrer cette pratique stoïque de réflexion et de révision dans nos vies modernes? Tout d'abord, en faisant une habitude. Consacrez quelques minutes chaque jour, peut-être avant le coucher, pour réfléchir à votre journée. Quels ont été vos succès? Où avez-vous rencontré des défis? Et comment y avez-vous répondu? Cette pratique peut commencer comme un exercice mental, mais la mettre par écrit peut en augmenter les bienfaits, vous donnant un enregistrement tangible de votre voyage. Ensuite, utilisez la réflexion comme un outil de gratitude. En passant en revue votre journée, prenez également note des moments, aussi petits soient-ils, qui vous ont apporté de la joie ou de la gratitude. Cela équilibre notre tendance naturelle à nous concentrer sur le négatif, cultivant une perspective plus positive de la vie. Intégrez le stoïcisme dans sa vie. Enfin, abordez cette pratique avec gentillesse et compassion envers vous-même. La réflexion ne s'agit pas de vous critiquer pour vos erreurs, mais de les reconnaître comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Soyez aussi compréhensif et encourageant envers vous-même que vous le seriez envers un ami cher. Aristote parlait de l'importance de mener une vie réfléchie. Il croyait que la véritable sagesse vient de la compréhension de nous-mêmes, de nos actions et de notre place dans le monde. Cette réflexion est l'essence même de mener une vie examinée, une vie en accord avec la vertu et l'excellence. En psychologie moderne, les bienfaits d'une réflexion régulière sont bien documentés, montrant des améliorations dans la santé mentale, la clarté des objectifs et la croissance personnelle. Réfléchir à nos expériences nous aide à traiter nos émotions, à apprendre de nos actions et à prendre des décisions plus éclairées pour avancer. Engageons-nous dans cette pratique de réflexion et de révision régulière. Faisons-en notre balise, veillant à ce que nous ne subissions pas simplement la vie, mais que nous la façonnions activement selon nos valeurs. En prenant le temps de regarder en arrière, nous acquérons l'acuité nécessaire pour avancer plus alignés, plus conscients et plus en harmonie avec l'essence de qui nous sommes et de qui nous aspirons à être. Chérissons ce voyage d'introspection, car c'est en nous connaissant nous-mêmes que nous trouvons le chemin vers la véritable satisfaction et la joie. Chacune de ces leçons de stoïcisme n'est pas simplement une sagesse ancienne. Ce sont des astuces de vie qui peuvent nous aider à faire face au stress, à prendre de meilleures décisions et à trouver la paix dans le chaos. Rappelez-vous, ce ne sont pas les défis en cours de route qui nous définissent, mais la force que nous trouvons en les affrontant, la sagesse que nous rassemblons et la compassion que nous partageons. Chaque pas, chaque réflexion, chaque acte de bonté est un coup de pinceau dans le chef-d'œuvre qu'est votre vie. Alors, ne nous contentons pas d'exister. Vivons vibrants, avec un but, authentiquement. Alors que nous nous séparons aujourd'hui, je vous encourage à ne pas laisser l'inspiration se terminer ici. Sur l'écran, vous trouverez une liste de lectures qui regorge de sagesse intemporelle, d'histoires et de stratégies pour vous aider à naviguer avec grâce et résilience à travers les hauts et les bas de la vie. Cliquez dessus, plongez-y et continuez à sculpter la version la plus authentique de vous-même. Continuons à grandir, à réfléchir et à embrasser la belle complexité de la vie. Merci d'avoir partagé ce temps avec moi. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions, rappelez-vous de vivre non seulement pour les applaudissements, mais pour la cause d'être votre moi le plus authentique. Prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine étape de notre voyage.